Bienvenue et bonsoir, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes en compagnie de Souleymane Niang, comme tous les soirs. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Nous recevons ce soir Macoumba Beye, rédacteur en chef adjoint à la radio Futur Média, spécialiste de l'économie. Bonsoir Macoumba. Bonsoir, Chérif. Bonsoir Moustapha Sow. Bonsoir. Expert international en finance, PDG du cabinet SF Capital. Nous parlons ce soir de la demande sociale. Quel est l'état réel de la pauvreté? Quelles sont les propositions des candidats? À qui profite la croissance et comment la rendre inclusive? Mais d'abord, l'actualité politique, Souleymane Niang, le compte à rebours, le rythme s'intensifie. Il reste 4 jours pour aller vers l'échéance. Tout le monde converge vers Dakar. Les candidats vont revenir à la base, même s'ils ne votent pas tous à Dakar, ils vont voter dans leur base naturelle, dans leur lieu d'inscription et d'élection. Évidemment, mais l'enjeu de Dakar est trop important pour que l'un quelconque des candidats rate cette opportunité de la dernière semaine de venir convaincre les indécis et essayer de faire la décision. Alors, oui, le rythme s'accélère. On va mettre les bouchées doubles parce que c'est bientôt l'échéance. Il ne nous reste plus que 4 jours pour convaincre. Dakar, lieu de convergence des candidats, Macoumba Beye. Est-ce qu'on peut avoir des inquiétudes par rapport à la violence? On peut avoir effectivement des inquiétudes parce que si vous pouvez vous imaginer par exemple la caravane du président sortant, le candidat de la coalition Ben Bokk Yakaar et celle d'un autre de l'opposition, dans la banlieue, il y a des risques qui sont certains, des risques de violence. Et on ne peut pour le moment que prier pour que cela n'arrive pas parce que nous n'avons pas intérêt à revivre la violence comme celle qu'on a déjà vécue à Tambacounda. Mais je pense qu'on pourrait, même si ce serait extrêmement difficile à réaliser, essayer de voir comment faire pour que les candidats tous ensemble ne se retrouvent pas dans un seul endroit, dans une seule région en même temps. Je pense que c'est source de tension, source de violence. Pour le moment, on ne peut que prier. Et en tout cas, là, c'est la dernière ligne droite. Moustapha Sow, vous avez un avis forcément sur cette campagne électorale. Qu'est-ce que vous retenez à J-4 de l'élection? Bon, écoutez, J-4, tout le monde se rue vers Dakar. Ça, c'est clair que, compte tenu des événements récents, il y a quand même un réel risque. Et c'est là où je profite pour rappeler l'importance, en tout cas, de maintenir cette cohésion sociale, parce que voilà, après 4-5 jours, ça revient le Sénégal de tout le monde, avec un seul président. Et je pense que le plus important, c'est de s'assurer que, voilà, que le plus important, c'est que le Sénégal restera toujours un pays indivisible et que chacun, bien évidemment, a le droit de voter pour son candidat, mais qu'on le fasse dans la discipline, parce que ce qui nous lie est plus important que ce qui devrait nous diviser. Je rappelle que, chers téléspectateurs, vous pouvez participer à ce débat sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Nous avons une question de Amadou Diallo sur Facebook qui nous dit « Bonsoir, pourquoi les banques au Sénégal ne font pas des prêts de masse à l'investissement? Que pensez-vous de la situation salariale au Sénégal? Pourrait-elle évoluer avec l'apport des ressources naturelles telles le gaz et le pétrole ?» Je vous laisse répondre à cette question, M. Sow. Ok, si vous permettez, j'aimerais un tout petit peu revenir parce que ça nous permettra de contextualiser un peu sur la croissance dont on parle régulièrement. Je pense que l'erreur souvent qu'on fait sur l'analyse, c'est le PIB en tant que tel et la croissance. C'est deux choses, je ne dirais pas différentes, mais les analyses doivent être différentes. On a effectivement un PIB qui repose en tout cas sur une forte tertiarisation, plus de 50%. Ça, c'est une réalité, avec le secteur de services, notamment bancaire, assurance, télécom, qui domine notre économie. Ça, c'est une réalité. Par contre, si tu vois l'évolution de notre économie, c'est ça qui est caractérisé par la croissance. Si vous regardez cette croissance-là aujourd'hui, le secteur qui croît le plus, c'est le secteur primaire, c'est-à-dire c'est l'agriculture. Après, tu as les investissements publics et en troisième position, tu as l'industrialisation et notamment particulièrement dans le secteur agroalimentaire. Ça, c'est le secteur secondaire. Donc, tu vois que plus on évolue, la tertiarisation de l'économie sénégalaise tend à diminuer et le secteur primaire et le secteur secondaire notamment
tend à augmenter. Et Oui. je pense que cette analyse-là, quand même, c'est important Oui. de le faire. Deuxièmement, on a souvent tendance à dire, oui, notre économie est fortement tertiarisée, comme si c'était une mauvaise chose, ce qui ne l'est pas forcément. Je donne souvent l'exemple de l'économie canadienne qui est 60 à 70% de l'économie canadienne, c'est le secteur de services. Et pourtant, le Canada fait partie des G8. Bien sûr. Alors ça, c'était pour l'éclairage sur le PIB et la croissance. La question de Amadou à présent? Alors, pourquoi les banques au Sénégal ne font pas de prêts de masse? Ça, il y a effectivement deux facteurs. Le premier facteur, effectivement, c'est que le mécanisme d'évaluation de prêt d'une banque repose sur deux choses. D'abord, il y a le risque et d'abord, il y a les ressources. Bon. On sait tous aujourd'hui que voilà, notre économie, en fait, tend plus vers l'informel, ce qui, malheureusement, rend le secteur, en tout cas ce secteur-là, beaucoup plus risqué, notamment manque d'information, manque de visibilité sur le projet en tant que tel. Et le problème souvent qui se pose, c'est que les projets ne sont pas bancables. Ça, c'est une réalité. Bon, l'autre problème, bien évidemment, c'est un problème de ressources aussi. Parce que quand on parle d'investissement, on parle sur le long terme. Et si on regarde aujourd'hui, en tout cas, le niveau des ressources, en tout cas dans nos économies, malheureusement, c'est des ressources à court terme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas compatibles avec les financements des investissements. Donc ça, c'est deux facteurs aujourd'hui qui font que financer, en tout cas, les investissements sont un peu difficiles quand même pour le secteur bancaire. Ça, il faut l'avouer. Mais bon, avec une transformation structurelle de l'économie, naturellement, les banques n'auront pas le choix que de suivre cette tendance-là, sinon ils disparaissent. Très bien. Amadou, vous avez votre réponse. Vous pouvez également réagir sur Twitter, comme l'a fait Amadou Diallo. Ça nous permet tout de suite d'aller au fond avec Souleymane Dian. Alors, Souleymane Dian, la pauvreté est non seulement un thème de préoccupation pour tous les candidats, c'est également un sujet à controverse et les candidats ne s'accordent pas sur la prévalence ni sur la tendance du phénomène. Exactement. Et nous allons vous proposer quelques extraits des programmes de certains candidats. Nous en avons choisi 3 pour illustrer un peu ce fait. D'abord, dans le programme de Idrissa Seck, programme Sénégal gagnant, 1, 3, 15, 45, la pauvreté est en train d'augmenter chaque année et prend des proportions inquiétantes d'après Idrissa Seck dans le préambule un peu de ses propositions sur le social, la lutte contre la pauvreté et d'autres aspects justement du secteur social. Alors, un autre programme, Ousmane Sonko, qui affirme dans son programme également que le Sénégal est un pays classé parmi les pays les plus pauvres. Et cette pauvreté globale cache des inégalités, ce qui est en fait également. Et enfin, dans le programme Jàmm ak Xéwal de Madické Niang, je cite, des mécanismes de croissance économique qui font que l'augmentation du produit intérieur brut s'accompagne paradoxalement d'une inégalité criarde, un point qui a été soulevé dans le programme de Ousmane Sonko, mais surtout la répartition des revenus et d'une paupérisation croissante. Donc, vous voyez que 2 candidats qui sont contre le président sortant estiment que la pauvreté est en train d'augmenter à l'inverse des statistiques disponibles qui indiquent que la pauvreté baisse d'année en année, de mandat à mandat et qu'aujourd'hui on est aux alentours de 35% et qu'au début du mandat du premier mandat du président Macky Sall, 2012. On était à 38,5% et 47,5% lorsque le président Abdoulaye Wade prenait le pouvoir, par exemple. Alors ça, c'est pour le diagnostic fact-checking en direct. Makumbebe, est-ce que vous partagez le diagnostic des candidats? Oui, je pense qu'on peut tous être d'accord sur le diagnostic de la pauvreté. Et tout à l'heure, quand vous avez posé la question à Moustapha, vous avez dit comment éradiquer, vous n'avez pas dit comment réduire. Je pense que
le prochain président de la République du Sénégal ne pourra pas éradiquer, il faut qu'on s'entende sur ça dès le départ, ne pourra pas éradiquer la pauvreté. Quand vous avez un pays qui est en queue de peloton dans l'indice de développement humain, un pays qui vient de découvrir des ressources naturelles, vous ne pouvez pas, de but en blanc, en 5 ans, quitter définitivement la pauvreté. Maintenant, les efforts peuvent se poursuivre. On peut continuer à investir de l'argent, par exemple, dans les filets sociaux, dans l'éducation, dans les programmes de formation professionnelle. Mais globalement, on peut être d'accord avec eux sur le diagnostic. Le Sénégal reste toujours un pays très pauvre. Très bien. Allons-y pour Idrissa Seck, qu'est-ce qu'il propose? Alors, Idrissa Seck propose la fin des transferts monétaires non conditionnels et non ciblés. Allusion justement aux bourses de sécurité familiale que le président Macky Sall est en train de distribuer. Alors, fact-checking, les bourses ne sont pas non conditionnelles, ne sont pas non ciblées. En tout cas, pas non conditionnel, puisqu'il y a des conditions attachées à l'attribution de ces bourses. C'est la scolarisation des enfants et la vaccination des enfants. Mais voilà ce qu'en dit en tout cas Idrissa Seck. Et en lieu et place de ces bourses ou de ces transferts monétaires, il propose des transferts d'actifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au lieu de donner de l'argent, il donnerait du matériel de production, des machines à coudre aux tailleurs, du matériel de menuiserie, des outils pour les mécaniciens, etc. Donc, pas d'argent, mais du matériel de production. La réduction de la pauvreté, les mots ont leur sens ici, effectivement, ils ne parlent pas d'éradication, par des projets de développement et des transferts monétaires conditionnels. Sortir les femmes et les jeunes de la pauvreté par l'entrepreneuriat, vous verrez que c'est une constante. L'entrepreneuriat pour lutter contre la pauvreté, référence aux femmes et aux jeunes parce qu'il y a une dimension genre de la pauvreté, de la paupérisation, c'est une féminisation notamment de la pauvreté. Et il propose également d'indexer les salaires sur le coût de la vie et il veut aussi instaurer un salaire familial qui est adossé sur une activité génératrice. Donc le travail pour sortir de la pauvreté et des mécanismes pour aider les gens à entreprendre et surtout pas de transferts monétaires non conditionnels. Ce serait la fin des bourses familiales, bien naturellement. Rapide réaction, Moustapha Sow. Bon, moi, j'aimerais revenir un peu sur l'histoire de la pauvreté. En tant qu'économiste, nous, la chose la plus importante, c'est la fiabilité de l'information. Et il y a des institutions habilitées à donner des informations sur lesquelles on peut se reposer. La NSD notamment. La NSD, la Banque mondiale et les autres institutions. Si vous faites l'analyse du niveau de la pauvreté au Sénégal, il y a 2 études qui sortent souvent. Si vous regardez le rapport de la Banque mondiale, ils nous disent que de 2016, par exemple, à 2017, le taux de pauvreté a baissé de 7%. Donc ça veut dire que le taux de pauvreté a chuté. Ça, c'est un. En 2017 aussi, il y a une institution qui s'appelle Country Economy, très connue, très réputée, qui classifie les pays en 247. 247 parce qu'il y a la Palestine, par exemple, n'est pas reconnue par l'ONU, mais quand même, c'est un pays indépendant. Si on regarde cette classification-là, tu divises le Sénégal en 2 parties. Alors, si vous permettez, on aura l'occasion de faire le débat tout juste après avoir découvert les programmes. Si vous n'avez pas d'appréciation sur les propositions d'Idrissa Seck, rien ne vous interpelle? Non, moi, ce que je trouve dans ce programme, en fait, c'est comme si un programme existe, tu le changes avec un programme qui existe dans un même programme, en fait. D'accord. Parce que si vous dites, vous mettez fin aux transferts monétaires, au lieu de place des transferts d'actifs, aujourd'hui, il parle de l'entrepreneuriat. Ce qu'on retrouve aujourd'hui dans un des programmes qui existent, par exemple, avec le gouvernement actuel. Okay? Si on parle de sortir les femmes et les jeunes de pauvreté par l'entrepreneuriat, c'est un programme qui existe déjà. C'est-à-dire que si vous faites l'analyse d'une manière générale, à mon avis, il n'y a rien de nouveau en fait par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Très bien. Makouba Beye, rapidement. Oui, ce qui m'interpelle dans ce chapitre, c'est quand il dit qu'il faut indexer les salaires sur le coût de la vie. Je pense que ça va être quelque chose d'extrêmement difficile à réaliser, d'autant plus qu'on connaît que le plus souvent, les soubresauts qui conduisent au renchérissement du coût de la vie au Sénégal ne dépendent pas de nous.
ce sont le plus souvent des facteurs que nous ne pouvons pas contrôler, la baisse ou la hausse du cours du baril, la baisse ou la hausse du coût, par exemple, de l'huile que nous ne maîtrisons pas parfaitement, même si on a la Sonacos, et d'autres produits qui peuvent affecter rapidement, au bout d'une semaine, le coût de la vie. Comment réajuster les salaires de manière permanente pour indexer les salaires sur le coût de la vie, c'est une équation qui reste toujours pour moi un problème. Sur les bourses familiales, avant de poursuivre Souleymane, c'est que ça concerne quand même aujourd'hui 400 000 familles, 40 milliards par an. Remplacer tout ça par la fin des transferts monétaires non conditionnels, ça ne vous interpelle pas? Moi, ça m'interpelle parce que parce que c'est 400 000 familles. Moi, ce que je retiens, même si c'est 25 000 francs par mois, ce que je retiens le plus important, c'est Oui. pas les 25 000 qu'on donne à la famille, mais le fait de conditionner que l'enfant en fait doit aller à l'école. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le besoin le plus important. On ne peut pas construire une nation sans scolariser ses enfants. Tout à fait. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant dans ça, quand tu donnes 25 000 francs et tu conditionnes à ce que les enfants aillent à l'école, moi, je me focalise sur l'importance de pousser les enfants à aller à l'école, plutôt que les 25 000, parce que si vous regardez à long terme, les 40 milliards comparés aujourd'hui à la valeur ajoutée que cet enfant-là aille à l'école et termine l'école est beaucoup plus importante que ces 40 milliards. On va poursuivre Souleymane avec Ousmane Sonko après. Alors Ousmane Sonko souhaite l'application effective déjà de la loi d'orientation sociale et la signature des textes réglementaires, c'est-à-dire des textes d'application de cette loi d'orientation sociale qui concerne les handicapés. Encore une fois, la dimension genre de la pauvreté. Ousmane Sonko a cette approche très catégorielle, très genre justement de la pauvreté, en évoquant les femmes, les retraités, les handicapés, les personnes les plus vulnérables qui sont piégées un peu dans la pauvreté. Alors, il propose également un programme d'accompagnement de la population carcérale pendant et après la détention, une autonomisation financière des personnes indigentes à travers la formation, à la transformation des produits tirés de l'agriculture et par des financements innovants. Donc, des propositions qui visent des niches de pauvreté, des catégories particulières qui sont affectées le plus par le phénomène de la pauvreté. Ousmane Sonko, bien naturellement, ce n'est pas la liste complète de toutes les propositions, mais à retenir toutes ces propositions visent des catégories particulières de la population avec chaque fois des aspects législatifs, des aspects de programme et des interventions très, très ciblées. Très ciblées. Macoumba, rapide réaction. D'abord, l'application effective de la loi d'orientation sociale et la signature des décrets d'application. Et je pense qu'on s'attendait à ce que le président sortant, en ce moment de sa présidence, puisse faire davantage que ce qu'il a pu, parce que les cartes d'égalité des chances dans sa politique de protection sociale sont une donnée importante. Mais jusqu'à présent, si on revient sur les faits dans l'évaluation, ils sont encore nombreux à attendre des textes réglementaires, comme ils l'appellent, les décrets d'application qui doivent accompagner l'effectivité de cette mesure, qui doit accompagner les couches vulnérables, les handicapés notamment. Il y a toujours des retards, même dans la délivrance des cartes, même dans beaucoup d'autres aspects qui sont qu'on croyait les plus simples à implémenter, qui ne sont toujours pas effectifs. Je pense qu'il y a des efforts. C'est pour ça qu'Ousmane Sonko parle d'application effective. Effective, oui, parce que, bon, le principe global, il est là. Le président se rend au King Fahd avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale. On distribue quelques cartes. Mais sur le nombre global qui est concerné, il y a beaucoup de difficultés qui ne sont toujours pas encore résolues. Moustapha Sow. Bon, je partage la même analyse sur le premier point. Par contre, sur le deuxième point, programme d'accompagnement, je pense que ça, c'est une politique utilisée souvent dans les pays où la criminalité est importante. Et c'est souvent pour réduire la criminalité qu'on... Mais la réinsertion post-carcérale, c'est important. Oui, non, je dis que c'est extrêmement important. Mais souvent, on ne le met pas dans l'analyse
de la réduction de pauvreté. Souvent, c'est incorporé dans l'analyse de la réduction de criminalité. Il faut s'occuper de ces gens-là qui sortent de prison. Ça c'est clair. Non, je ne dis pas que le point n'est pas important. Je voulais juste préciser que souvent, c'est mis dans ce panier-là, en fait, plutôt que... non, ça c'est extrêmement important, la réinsertion sociale. L'autonomisation financière des personnes indigènes, oui, ça c'est logique et normal. Je veux dire... c'est un point extrêmement important, sauf que moi je pense que c'est un point, un programme qui est déjà en place, qui est déjà dans la politique du gouvernement actuel. Très bien, on va justement, le président sortant à présent. Alors, dans son programme, comme vous vous rappelez, il y a des accès universels qui sont proposés, et 3 de ces accès universels portent sur les aspects sociaux, donc la lutte contre la pauvreté. J'en ai pris quelques-uns, notamment le programme eau, assainissement, l'électricité et les services sociaux de base. Voilà des accès universels, là où donc le gouvernement entend faire des efforts, où le président Macky Sall, candidat Macky Sall, président sortant, entend faire un effort particulier s'il était réélu. C'est dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité et des services sociaux de base. À son bilan, bien naturellement, il y a un certain nombre d'interventions qui ont déjà été faites dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, notamment le programme des bourses de sécurité sociale, KMS 3, pardon, et la désalinisation de l'eau de mer, un programme de 471 milliards de francs CFA. Au niveau des services sociaux de base, il y a notamment la bourse de sécurité familiale. Et au niveau des infrastructures, toujours dans le domaine de l'eau et l'assainissement, PUDC et PUMA. Et je veux citer également le programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers de la lutte contre la pauvreté. C'est toute la phase 2 du plan Sénégal émergent qui intervient dans son axe 2 sur l'amélioration des conditions de vie des populations et sur le développement du capital humain. Donc, accès aux services sociaux de base, mais également des interventions en termes de formation, en termes d'éducation, en termes d'autonomisation. Il y a tout un programme qui serait impossible de réduire ici, mais dans la deuxième phase, évidemment, il y a le PUDC, la phase 2, avec 300 milliards de francs CFA qui ont déjà été sécurisés, 2019, qui seront injectés pour améliorer les conditions de vie et lutter contre la pauvreté au niveau local. Parce qu'il y a 2 inéquités que le candidat Macky Sall vise à éradiquer, c'est les inéquités sociales, les inégalités sociales entre les différentes couches de la population, les plus riches qui deviennent plus riches et les plus pauvres qui deviennent plus pauvres. Et il y a aussi l'inéquité territoriale ou l'inégalité territoriale à travers donc ces interventions, une sorte d'équilibre qui est recherché en vue justement de développer le capital humain et d'avoir une croissance inclusive qui bénéficie à toutes les catégories de population. Macoumba Bey, rapidement. C'est ça qui rend noble, par exemple, les bourses de sécurité familiale, comme Souleymane a dit tout à l'heure, faire en sorte que chacun puisse bénéficier des bénéfices que génère la richesse nationale. Donc on ne va pas les remplacer avec des machines à coudre? Bon, attendons de voir si les Sénégalais, parce que c'est le même que j'ai entendu il y a récemment dire qu'il va augmenter les bourses sociales. Oui. Parmi tous ceux qui l'ont décrié, personne n'a osé se mettre devant une caméra et dire que si je suis élu, les 400 000 familles qui bénéficient de cette bourse de sécurité familiale, vous pouvez dire adieu à l'argent, je vais reprendre l'enveloppe. Personne n'a osé le dire. Maintenant, est-ce qu'en période de campagne, il ne peut pas promettre des larmes et du sang, comme disait Churchill, mais c'est un plan qu'ils ont ourdi et qu'ils attendent de peau. Je ne crois pas que, présentement, quel que soit le remplaçant de Macky Sall, je ne crois pas qu'il va reprendre à ces 400 000 familles-là cet argent et ne pas pouvoir le remplacer. Il y a un programme qui m'intéresse beaucoup dans ça, c'est l'accès universel à l'électricité. C'est l'un des points faibles de ce gouvernement. L'objectif de départ qui était fixé quand le gouvernement du président Sall venait d'arriver n'est pas atteint. On a connu beaucoup de difficultés dans l'exécution des projets et des programmes, avec notamment la branche qui est dédiée à l'exécution de cette tâche,
l'ASER, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale. Aujourd'hui, si on vous dit ce qui est fait et que vous comparez ça et ce qui était affiché, il y a un large gap et je pense qu'il y a des efforts qui doivent nécessairement être faits et tout cela de manière rapide. Rapide réaction? Bon, moi, je pense qu'il y a, en tout cas, il y a une constance. Hein, c'est une continuité. Continuité, suite logique, je veux dire, à se focaliser sur le court terme, c'est-à-dire programme de bourse à sécurité familiale, tout en anticipant, bien évidemment, sur le problème de l'inclusivité de cette croissance-là, notamment à travers la mise en place de programmes pour pouvoir, bien évidemment, préparer je veux dire, la génération future, à l'emploi, à la professionnalisation de ce secteur-là. Je veux dire, c'est une suite logique. Ce que j'ai remarqué, ce qui était différent, par exemple, du premier mandat, c'est que le premier mandat, les infrastructures occupaient une place extrêmement importante. Et si on voit aujourd'hui la phase 2, on se rend compte que voilà, il y a plus un focus sur l'inclusivité en fait de cette économie-là, ce qui consiste bien évidemment à corriger les critiques qu'on entend. On va poursuivre avec le candidat Issa Sall du PUR. Alors, la couverture sanitaire universelle, c'est un peu le pendant de la CMU, couverture sont de les appellations qui changent. La protection sociale adéquate et de solidarité nationale, d'autres propositions. Je vous rappelle que le candidat Issa Sall, effectivement, dans son programme, c'est une liste de propositions, de programmes dont le détail n'est pas donné. Donc, je vous les donne tel que c'est présenté. Il propose également la prise en charge des personnes du troisième âge. Je pense que lui aussi a une approche très catégorisée de sa stratégie de lutte contre la pauvreté pour les jeunes, les femmes, les personnes du troisième âge. Les personnes du troisième âge qui font l'attention quand même de l'ensemble des candidats, il faut le reconnaître, même si ce n'est pas cité dans les projets. Donc, c'est à mettre aussi au crédit des candidats Idrissa Seck, Ousmane Sonko et Macky Sall. L'autonomisation et la revalorisation du statut de la femme comme stratégie également de lutte contre la pauvreté et la féminisation de la pauvreté, notamment dans la dimension autonomisation. L'habitat social digne et un cadre de vie sain. C'est un point aussi qui a été évoqué par d'autres candidats, puisque la pauvreté également, c'est la frustration ou la privation d'un certain nombre de services ou d'accès à un certain nombre de critères sociaux, disons, notamment l'habitat. La protection des personnes en situation de handicap, encore une fois, les handicapés qui reviennent dans les projets, dans les programmes, et la promotion de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi comme stratégie justement de capacitation, d'autonomisation de toutes les catégories qu'on a citées ici. Alors, couverture sanitaire universelle fait penser naturellement au CMU. S'occuper des personnes de troisième âge fait penser au plan Sésame. Là également, il y a des réponses, Macoumba Beye. Oui, il y a des réponses et ça nous rejoint dans ce qu'on disait tout à l'heure en démarrant. C'est-à-dire que tel que c'est libellé ainsi, vous ne voyez pas ce qui nous intéresse, nous, les journalistes, le plus souvent, c'est-à-dire le how, comment. Couverture sanitaire universelle. Universelle, on sait que, bon, je ne connais pas beaucoup de pays où la couverture sanitaire universelle existe, à plus forte raison dans un pays comme le Sénégal, où même si on demande, par exemple, aux citoyens de s'acquitter d'une cotisation annuelle de 7 500 francs, on a du mal à atteindre la barre qui était fixée, l'objectif, les 70%. Jusqu'à présent, on est 49, Comment quitter 49, avec 7 500 par an pour aller à une couverture sanitaire universelle? Ça va être extrêmement difficile à réaliser. La protection sociale adéquate de solidarité nationale, je passe sur la prise en charge, l'autonomisation et la revalorisation du statut de la femme. C'est noble comme postulat, mais oui, comment vous pouvez le faire? C'est ça le principal problème. Il n'a pas étayé son programme. Oui, c'est ça. C'est 100 points, mais bon, 100 points qui ne sont pas détaillés, 100 points, et où on fixe le plus souvent des objectifs, des slogans qui sont nobles, mais sans entrer dans le détail de la faisabilité. Moustapha? Pour moi, c'est le même constat. À epsilon près, c'est quasiment les mêmes programmes qui reviennent et c'est les mêmes programmes qui existent aujourd'hui.
Et voilà, honnêtement, je ne vois pas la différence par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc... C'est la phrase et les mots qui changent, oui. mais voilà. On va avancer alors avec Madi Kenya. Et lui, apparemment, il a beaucoup de propositions. Alors, je ne l'ai pas cité tout à l'heure lorsque je donnais les visions de certains candidats, leur perception, leur analyse, leur appréciation de la situation de la pauvreté au Sénégal. Alors, c'est ici que je le fais parce que pour lui, le nombre de pauvres au Sénégal est passé de 6,3 millions en 2011 à 6,8, ici de sa source, en 2016, soit un taux de pauvreté de 46,7%. C'est différent, bien naturellement, des chiffres qui sont publiquement affichés, notamment dans la loi de finances initiale 2019, dans sa partie un peu analytique, et dans d'autres documents officiels où le taux est aux alentours de 35,6%. Exactement. Alors, 15,1% des Sénégalais sont en situation d'insécurité alimentaire en milieu rural. Là également, il avance des chiffres avec ses propres sources, bien naturellement, notamment une étude qui a été réalisée par le PAM, qu'il cite dans son programme. Alors, il propose un plan d'éradication de la pauvreté financé par les ressources pétrolières. Et vous le verrez en fil rouge dans tout le programme de Maître Madi Kenya. Il compte beaucoup sur les ressources pétrolières et gazières qui seront tirées de l'exploitation justement des dites ressources dans les années à venir pour financer son programme, même si des chiffres précis ne sont pas avancés. Donc voilà ce qu'il propose, c'est un financement par ces ressources de son plan d'éradication, parce que lui il parle d'éradication de la pauvreté, il parle d'un plan en plus, de réduction. Alors, pour ce faire, il propose également la réforme du système de l'aide aux personnes vulnérables pour ne plus fonder cette aide sur l'assistanat. Donc, référence également aux bourses familiales qui sont considérées comme des formes de libéralité politisée et qu'il entend mettre fin donc, à ce système de transfert de fonds directs aux personnes les plus vulnérables et il évoque notamment les valeurs de travail et d'honnêteté. L'insertion des personnes précaires dans les circuits de production, encore une fois le travail en lieu et place de l'assistance ou de l'assistanat comme il dit, et des économies budgétaires supérieures aux rémunérations qui leur seront allouées. Donc bien naturellement, pour lui, il n'y a pas à hésiter. Des deux options, la meilleure, c'est d'arrêter l'assistanat et de trouver d'autres moyens de financement, notamment des économies budgétaires. Et chaque famille, pour lui, disposera d'un logement à moindre coût grâce aux ressources pétrolières et gazières, encore une fois. Et il propose lui aussi l'insertion des handicapés, une meilleure insertion, notamment à travers l'application de la loi d'orientation sociale. Alors, Moustapha, un plan d'éradication de la pauvreté, il est catégorique, lui. C'est ambitieux, en tout cas, la pauvreté, en tout cas, le nombre de pauvres aux États-Unis est à peu près 47 millions de pauvres, la première économie mondiale. Par contre, lui, il a quand même le mérite d'une chose dans son programme. Okay? D'abord, il parle de comment financer son programme. Ça, au moins, je pense que c'est le seul en tout cas, parmi les candidats qu'on a présenté. Bon, bien évidemment, le candidat Macky Sall compte beaucoup sur la mobilisation en fait sur le groupe consultatif pour financer. Lui, quand même, il a le mérite au moins de dire comment financer son programme. Et l'autre mérite aussi qu'il a quand même, c'est que dans le contexte actuel de notre économie, avec bien évidemment les découvertes de pétrole et le gaz, quand même ce serait important de voir aujourd'hui le rôle ou bien en tout cas la politique que chaque candidat pourrait mettre en place pour pouvoir... Parce qu'il faut qu'on contextualise, on est en Afrique. Et si on regarde en Afrique, malheureusement, tous les pays producteurs de pétrole, aujourd'hui en tout cas, produisent en effet contraire de ce qu'aujourd'hui devrait refléter à l'économie de ce pays-là. Et même là, on a à peine fini l'exploration, Macoumba Beye. Il base en fait son programme sur les ressources pétrolières et gazières. C'est un plan ambitieux. C'est un plan ambitieux et peut-être que c'est l'ancien ministre des Mines qui parle dans ce document. Mais il y a un problème il y a un point qui me pose vraiment problème, c'est l'insertion des personnes précaires dans les circuits de production à travers des travaux d'intérêt général.
Je ne vois pas comment tu vas, par exemple, inventer un programme ou un projet où tu vas dire oui, je choisis Chérif à la place de Moustapha parce que Chérif est pauvre et il pourra travailler dans ce... C'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, dans le postulat de base, c'est noble comme idée, c'est très appréciable, mais dans la faisabilité, c'est extrêmement difficile. Comment, surtout pour le grand nombre de ces gens-là qui sont concernés par cette phrase, comment tu vas pouvoir les sélectionner sur la base de leur précarité uniquement pour pouvoir les insérer dans des travaux d'intérêt général? Je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ce que je voulais juste ajouter, ce qui est aussi paradoxal dans ça, c'est que lui, il compte sur les ressources pétrolières et gazières pour financer, je veux dire, son programme 2019-2024. Alors qu'aujourd'hui, ces ressources-là, je veux dire, ceux qui connaissent exactement comment fonctionne le secteur, ce secteur de l'énergie, du pétrole et du gaz, te diront que voilà, la plupart des analystes, en tout cas externes, avec l'expertise, te disent qu'en principe, la production, je veux dire, devrait commencer dans les 2025-2026. Alors que là, ce sera son premier mandat, ce sera 2019-2024. Et c'est ça qui est paradoxal. Étant précisé, et ceci à la décharge de Maître Madi Kenyan, mais aussi de Ousmane Sonko et même d'Idrissa Seck, il y a d'autres modes quand même de financement, notamment les économies. La suppression des institutions budgétivores, c'est une constante dans leur programme. Évidemment, c'est un montant limité parce que certains d'entre eux ont évalué les gains. C'est 14-15 milliards entre... Pratiquement, ils veulent tous supprimer le Conseil économique et social, par exemple. Moi, la question que je me pose, que j'interpelle tous les candidats, on a un budget colossal. Je pense que c'était dans les 3 000 milliards, cette année, dans les 4 000 milliards. C'est qu'une partie, la partie la plus importante est financée par, bien évidemment, prêt. Je veux dire, et aujourd'hui, quasiment tous les candidats ont décrié le niveau d'endettement du Sénégal. Et j'aimerais vraiment savoir comment eux, ils comptent financer cette économie-là. Ces 4 000 milliards-là. Les économies dont vous parlez ne font pas 30 milliards. Et comment est-ce que tu comptes financer ton programme de développement? Je suis désolé, pour un pays comme le Sénégal, le pétrole n'est pas encore là. Alors, et moi, je les interpelle parce que, en tant que Sénégalais, et puis voilà. Alors, je rappelle quand même au-delà on a découvert les programmes et l'objectif, c'est quand même d'atteindre les ODD d'ici 2030. Macoumba Beye, au vu de ces programmes-là, en globalité, est-ce que vous pensez que l'on peut non pas éradiquer, mais réduire la pauvreté quand même? Je pense qu'il y a des efforts à faire dans la pauvreté, c'est clair, tout le monde est d'accord sur ça, que ce soit l'ensemble des candidats, que ce soit l'ensemble des Sénégalais et des observateurs. Mais le problème, c'est quand maintenant il faut coucher quelque chose sur du papier et dire voilà notre plan, voilà notre projet, comment on va le mener. C'est ça le plus difficile sur la question. Mais sur, par exemple, faut-il éradiquer? On est tous d'accord, on peut éradiquer, mais on sait au fond de nous-mêmes qu'il est impossible d'éradiquer la pauvreté. Éradiquer ou diminuer? Diminuer. Éradiquer la pauvreté, c'est impossible quand même. Maintenant, diminuer avec quelles ressources? Les ressources que nous avons en termes de fiscalité intérieure. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des candidats qui disent qu'ils ne peuvent pas, ils vont baisser la dette. C'est vrai que j'ai la même préoccupation que vous parce que je me demande dans la situation actuelle où se trouve l'économie sénégalaise, avec, on sait, la contribution de la fiscalité intérieure dans le budget, c'est à peu près moins de la moitié. Comment vous pouvez maintenant aller chercher de l'argent où pour pouvoir financer votre programme? Ça reste une grande question auquel beaucoup de candidats n'ont pas encore répondu. Parce que si vous éliminez le Conseil économique et social, plus le Haut Conseil des collectivités territoriales, vous êtes aux environs maximum de 16 milliards. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 16 milliards? Sur 4 000. Sur 4 000 milliards de besoins de financement qui n'attendent pas. Et je pense qu'on peut parler de la dette, et les agences de notation les plus fiables disent que c'est une dette qui est encore soutenable, mais il ne faut pas que le Sénégal continue à tirer sur la corde. Et je pense que
puisque nous ne sommes pas non plus dans un no man's land, nous appartenons à un ensemble communautaire. Nous avons ratifié des textes que nous avons transposés dans notre droit interne. Il y a aussi des critères. Le seuil, c'est 70%. On n'a pas encore atteint les 70%. Et même si maintenant on frôle les 60%, je pense qu'on peut être prudent avec la dette, mais je ne comprends pas, je ne vois pas comment on peut financer un programme sans s'endetter. Alors, Souleymane, on parle beaucoup de croissance qui est aujourd'hui de 7,2%, mais la croissance seule ne peut pas réduire la pauvreté. L'idée est de promouvoir un développement inclusif. Comment faire selon vous? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fruit de la croissance bénéficie à plus de monde et ne soit pas concentré dans certains secteurs, non seulement de l'économie, mais de la société. C'est-à-dire, je parle des fruits là. La croissance, évidemment, c'est un critère imparfait. C'est un critère imparfait. Je pense que Moustapha le disait tout à l'heure, il ne faut pas confondre les concepts, etc. Mais, croissance et PIB. Mais la croissance indique que l'économie avance, se développe, qu'on a plus de richesses. Alors, le travail des programmes qui nous sont proposés consiste à mieux répartir les fruits de la croissance. Et pour cela, les stratégies, le financement dont on parle, là, je pense que les candidats n'ont pas beaucoup de marge. En fin de compte, il y a des structures qui sont en place, qui sera difficile de bouger. L'endettement est un recours indispensable, d'autant plus que vous vous endettez pour vos projets, notamment d'infrastructures. Et on s'est engagé sur des financements très lourds. Marge sur votre budget pour maintenant financer les programmes sociaux. Alors, donc ça c'est une raison. La deuxième raison, c'est que la croissance, elle est portée par tout le monde. La consommation, les gens consomment. Donc ils sont en droit, en retour, de bénéficier de cette croissance. Ce qu'il faut éviter, et je pense que tout le monde est dans cette logique, c'est que les fruits de la croissance bénéficient à une partie de la population, à une partie de la société, et que d'autres soient laissés en rade. Et tous les programmes doivent veiller à ce que, justement, cet indicateur-là soit mieux réparti au sein de la population. Et je pense qu'ils ont tous à l'esprit, justement, de mieux répartir. Il y a des gens qui sont plus vulnérables. Il y a des gens... J'ai retenu une proposition de Idrissa Seck qui m'a fait sourire en même temps qu'il signifiait beaucoup dans la créativité de nos candidats. Il a ce qu'il appelle des stratégies de lutte contre la pauvreté par le biais du déplacement. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont pauvres tout simplement en raison des conditions de leur environnement, les conditions hostiles. Et il faut les déplacer, ces gens-là. Il faut les déplacer. C'est ce qu'il a dit dans son ce qu'il propose, c'est de les prendre, de les mettre dans des endroits où la terre est meilleure, où et plus fertile. Et d'autres propositions un peu plus anecdotiques, donner des moutons, par exemple, à des gens à travers l'élevage pour qu'ils exploitent et qu'ils vendent lors d'opérations de tabaski, etc. Ce qui m'a paru un peu intéressant. Alors c'est anecdotique, mais si on retourne au plan macroéconomique, il faut vraiment que la répartition des fruits de la croissance soit meilleure, soit plus inclusive et tienne compte vraiment des gens qui sont les blessés de la vie, qui sont oubliés par la société, sont les handicapés, sont les femmes, les couches les plus vulnérables, des jeunes qui n'ont pas de travail et des gens qui habitent dans des endroits qui sont délaissés, des régions éloignées, des zones où il n'y a pas d'infrastructure. Donc il faut faire ce travail-là de répartition équitable de ce qu'ensemble nous produisons comme citoyens. Moustapha Sow, la croissance c'est bien pour les indicateurs, la macro, mais comme on le dit trivialement, j'ai envie de dire, ça ne se mange pas. Comment faire pour la rendre un peu plus exclusive? Moi, je pense que ce qui est quand même dommage, et ça, c'est pas un problème sénégalais, hein, c'est un problème africain, on a tendance à se focaliser sur des solutions à court terme. Alors qu'aujourd'hui, il faut se rappeler du retard que nous, en tant que continent africain, on a accusé. Et qu'il est clair aujourd'hui qu'il faut un programme structurel sur le long terme
pour pouvoir, bien évidemment, atteindre un seuil qui pourrait nous sortir de ce lot de, bien évidemment, d'où le concept d'émergence dans pas mal de pays en Afrique. Et je pense que le plus important aujourd'hui, si vous regardez la croissance, c'est ce que je disais tout à l'heure, et l'évolution de la croissance, je le disais tout à l'heure à Souleymane, l'agriculture, comme secteur primaire, aujourd'hui, en tout cas dans cette croissance-là, occupe une place extrêmement importante. Et si vous regardez aujourd'hui, ce qui fait que la plupart des pays africains, pays pauvres, à l'exception bien évidemment de l'Afrique du Sud, c'est qu'aujourd'hui le secteur clé de cette couche-là, c'est l'agriculture. C'est le moteur de développement. C'est le moteur de développement. Alors, le challenge aujourd'hui consiste à trouver des programmes de mécanisation aujourd'hui de l'agriculture. Ouais. Et si vous regardez les performances, par exemple, de la production aujourd'hui de pas mal de produits céréaliers qui ont doublé, et des investissements qui ont été réalisés, ça reflète encore une fois de plus ce que je disais tout à l'heure sur le niveau de la pauvreté, en tout cas, qui, selon le dernier rapport, bien évidemment, de la Banque mondiale, qui a quand même chuté à 7%. Oui. Mais n'empêche que, bien évidemment, voilà, il y a énormément de choses à faire. Ça, c'est, Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Très rapidement, je rappelle que vous êtes banquier d'affaires, Moustapha Sow. Est-ce que vous faites partie des pourfendeurs du franc CFA? Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai vécu une situation récemment. Quand j'étais à la BID, où je couvrais une bonne partie, l'Afrique, où j'avais des pays comme le Nigeria, le Ghana, le Kenya à couvrir sur des transactions où j'étais souvent exposé à ce risque-là. En tout cas, on avait vécu une période où les pays qui étaient plus à l'aise à cette époque-là, c'était les pays qui sont dans la zone CFA. Et les pays qui ont le plus souffert, l'économie nigérienne et sud-africaine ont connu des récessions extrêmement sévères, notamment à cause de ce problème-là. Ça revient à l'analyse que je fais toujours de la monnaie, ses avantages et ses inconvénients par rapport au CFA. En tout cas, si moi, j'avais une décision à prendre, c'est bien évidemment... Non, il faut absolument qu'on revoie le système, mais je ne suis pas pour qu'on jette le franc CFA, en tout cas, à la poubelle. Très rapidement. Je privilégie de revoir le système. Deux mots, s'il vous plaît, Chérif, sur l'inclusivité de la croissance. Taxer les riches pour financer des programmes qui vont aux pauvres, les programmes de protection sociale. Je ne peux pas comprendre comment aujourd'hui, au moment où nous vivons, que des cimenteries, les 3 qui existent au Sénégal, ne puissent pas payer d'impôts et qu'on dise que oui, il n'y a pas de... Le président de la République l'a rappelé à Paris lors du groupe consultatif. Le grondé au groupe consultatif, mais une fois qu'il est retourné, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Là, c'est les élections. Jusqu'à présent. Bon, je veux juste la liberté, si vous le permettez, de consacrer mon dernier mot à cette tâche que Abdoulaye Wade a mise sur, par exemple, le drapeau au Sénégal. En tout cas, moi, sur mon honneur, en tant que Sénégalais, je n'ai pas apprécié qu'il permette à Alpha Condé, le président de la Guinée, de pouvoir donner des leçons en matière électorale au Sénégal. Je pense que Abdoulaye Wade aurait pu se passer de cela. Son entrée dans la campagne depuis le début a été catastrophique et vraiment il a atteint le summum. C'est extrêmement difficile à pardonner, même si c'est Abdoulaye Wade qui a été président de la République du Sénégal au moins pendant 2 mandats. Dernière rubrique de soir de campagne, si j'étais président, et nous avons un tout petit président, même si un président n'est jamais petit. su ngeen ma faloon président naa changé lu bëri si dëkk bi marchand ambulant yëpp dinañ am xaalis ñëppay am xaalis tàngal juróom léegi dërëm lay jar wala 1 franc. wasalaam. naa defar hôpitaux yi village yi naa ko kii def ay route yu bëri. soo nekkoon président. su ma nekkoon président naa defaraat école yu bëri xale yu nekk si kii bi. ma defar dëkk bi ñu nekkoon ci daara yi. ñu doon jéem leen jàngal français ñu doon jàng arabe ñu jàngal leen français. soo nekkoon président. su ma nekkoon président bus yi naa ko changé. su ma nekkoon président ñëppay sol tenue. su ma nekkoon président ay madd du jarati si mbedd bi. su ma nekkoon président kenn du jaayati aliment si mbedd bi.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va attendre quand tu seras président. Messieurs, merci beaucoup, Monsieur Sow, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Makumba. It's my pleasure. Merci beaucoup, Souleymane. Merci beaucoup, Chérif. Merci à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer et à vous présenter cette émission, cet soir de campagne. Merci beaucoup à toute l'équipe de Pape Sambatiam ce soir à la réalisation et à Diana Bassidouba à la coordination. Restez sur TFM, vous êtes au bon endroit.